Et maintenant, nous passons au troisième épisode de ce que nous appelons un récit pour deux futurs. Un récit à deux futurs, pardon, avec évidemment la robotique et la façon de réinventer l'homme. Cette question, cette façon de lire l'avenir avec l'œil d'un robot. J'invite à nouveau Sandrine Capella qui va nous parler de ce troisième épisode. Me revoilà pour la troisième et la dernière fois de cette journée. Je vous propose de continuer ensemble notre chemin vers l'écriture peut-être d'un nouveau récit qui nous permettra d'imaginer comment vivre avec l'intelligence artificielle et l'écosystème numérique qui nous accompagne d'ores et déjà. Quand on s'est quitté tout à l'heure, il était à peu près 11 heures, on s'est un peu fait peur en se disant qu'avec la stratégie de l'homme augmenté, de l'homme connecté, du cyborg, on avait quand même une certaine fragilité à la coupure de courant. Et finalement, c'est un peu embêtant parce que la stratégie cyborg, elle sert avant tout cette recherche de performance fonctionnelle, d'utilitarisme et d'efficacité. Gardons bien à l'esprit que cette stratégie cyborg, cette stratégie de connexion à un cloud ressource dans lequel j'ai tout externalisé, est une efficience, certes étroite, mais relativement fragile. Et je vous propose de regarder avec moi en quoi cette stratégie est fragile. Alors, la première chose, on l'a dit, c'est que cette connexion à ces ressources, ces compétences, ces outils numériques est fragile à la coupure de courant de toutes sortes, que ce soit un bug, un piratage, que ce soit n'importe quelle déconnexion, nous sommes fragiles à cela. Et le problème, c'est que nous nous sommes quittés individus augmentés, individus connectés à un ensemble de ressources et que, hors connexion, nous nous retrouvons vides. Nous nous retrouvons exsangues de toute capacité à faire appel à ces ressources que nous avons externalisées. Le cyborg n'est pas propriétaire de ses compétences, il n'en est même pas dépositaire, il en est un usager ponctuel, un usager éphémère. Et donc, il faut bien garder à l'esprit que tout ce que nous déléguons finalement à ce cloud de ressources, à cette part cyborg de nous-mêmes, eh bien, c'est quelque chose qui nous dégrade un peu finalement et que l'on prend le risque de perdre. Donc, nous avons vu que nous étions agiles, mobiles, adaptables parce que nous avions gagné en légèreté et en agilité. Attention au risque d'être demain un homme qui ne sert plus à rien dans cette stratégie efficiente parce que hors connexion, déconnecté de tout. Et finalement, c'est toutes les questions qui se posent quand on utilise des services connectés. Ici, une innovation absolument exceptionnelle qui a été développée pour les malvoyants. Il s'agit pour ces malvoyants qui sont passagers de voitures d'utiliser les fenêtres devenues tactiles de leur voiture passager pour toucher le paysage. Donc, évidemment, c'est un nouveau langage essentiel pour communiquer à ces personnes malvoyantes le paysage qu'elles sont en train de traverser. Mais évidemment, si Field the View n'est plus connecté, eh bien, vous êtes doublement aveugle, vous êtes doublement privé de sens puisque vous êtes hors connexion. Deuxième fragilité de cette stratégie, c'est que c'est la porte ouverte à une certaine forme d'élitisme. Le cyborg, c'est de la technologie. On l'a vu. C'est de la connectivité, c'est de la data, c'est du langage. Est-ce que l'on va proposer à tous les individus qui peuplent notre planète d'être cyborg? Est-ce qu'on va instaurer un cyborg minimum,
un cyborg de base, un cyborg standard, qui permettra à tout le monde d'être éduqué, d'être citoyen, d'être consommateur, d'être ami, d'être collaborateur. C'est une véritable question parce qu'on voit aujourd'hui qu'évidemment la technologie, c'est un marché et qu'en termes de marché, on n'est pas tous logés à la même enseigne, nous n'avons pas tous accès au même niveau de technologie. On peut se poser la question, par exemple, de l'obsolescence programmée de notre cyborg. Est-ce qu'on va devoir tous les ans, tous les 6 mois, tous les 15 jours, tous les jours, réinitialiser la énième version de notre cyborg pour rester toujours à niveau, rester toujours performant et efficient? C'est une véritable question parce que le collaborateur augmenté, le citoyen connecté, l'individu augmenté, quand il ne l'est plus, quand il est hors connexion ou quand il a une connexion qui est dégradée, il risque le déclassement, il risque la marginalisation, il risque de ne plus avoir accès à tout un tas de services, de ne plus avoir accès à une éducation connectée de demain, ne plus avoir accès à certains postes dans les entreprises. C'est donc vraiment et véritablement une question fondamentale. Autre fragilité, c'est que, et qui est assez liée d'ailleurs à cette question autour de l'élitisme, c'est que le cyborg, c'est évidemment, encore une fois, le risque pris d'une fracture socio-économique qui s'élargit de plus en plus. Puisque finalement, pour avoir accès à un cloud rempli de services performants, efficients qui vont me simplifier la vie, eh bien, il va probablement falloir que je paye d'une manière ou d'une autre. Et donc là aussi, il convient de savoir dans quelle mesure notre récit va garantir un minimum de services, un minimum d'accès à l'information, un minimum de moyens d'utiliser son libre arbitre et ses compétences avec sa version du cyborg. Par exemple ici, Trial Tracker, c'est une plateforme qui se propose de vous donner des informations tout à fait indépendante sur la qualité des médicaments. Le parti pris ici par cette innovation américaine, c'est de se dire que les laboratoires pharmaceutiques font des efforts de communication et que donc on n'est pas tout à fait sûr que ces efforts de communication soient tout à fait objectifs. Est-ce que demain, il faudra s'abonner à cette information pour y avoir accès? Y aurons-nous tous accès? Même chose toujours dans le domaine de la santé, une innovation que j'aime beaucoup, elle vient du MIT Media Lab. C'est un robot, figurez-vous, alors il est encore assez gros, je vous l'accorde, mais c'est un robot qui se propose toute la journée de parcourir votre corps pour savoir si vous allez bien. On peut imaginer demain qu'il sera tellement miniaturisé qu'évidemment vous ne le verrez plus, vous ne le sentirez plus. En revanche, vous aurez votre état de santé seconde après seconde pendant toute la journée. Et cet état de santé pourra être transmis évidemment aux médecins, à la sécurité sociale, à votre employeur, à votre famille, à votre assurance, votre mutuelle, que sais-je. Est-ce que nous aurons tous accès à cet écosystème qui surveille de près mon physique et mon état psychologique? Et puis évidemment, dernière question autour de l'eugénisme qui fait peur à tout le monde, à juste titre, sans aucun doute. Ici, OvoMatch, c'est une plateforme qui propose à toutes les personnes qui doivent recourir à la PMA de faire un matching physique aussi avec le donneur d'ovocytes. Et donc demain, est-ce qu'il y aura un élitisme de l'eugénisme 2.0? Tout ça, c'est une histoire de gouvernance. Tout ça, c'est une question politique. Si on confie uniquement à la technologie et uniquement à l'économie de marché le soin de répondre à ces questions, on peut, mais il faut savoir que l'on prend un risque. Alors, on l'a dit, cette stratégie d'efficience et de performance, finalement, elle a quand même quelques failles, ce qui nous rassure beaucoup. L'une de ces failles, c'est l'externalisation de son savoir, l'externalisation de ses compétences, l'externalisation de sa mémoire. Et là-dessus,
il y a un petit problème, effectivement, c'est qu'on se dit, bon, ben, je perds un certain nombre de compétences en route parce que je perds l'habitude de les mobiliser. Donc, quand je serai hors connexion, est-ce que je serai capable de les retrouver? Ça, on est tous bien au fait de ce problème-là. Il y a un deuxième problème qui est que finalement, pour inventer l'avenir, il faut être plein et rempli de son passé. Il faut avoir gardé en soi la mémoire de ce qu'on a appris, la mémoire de toutes ces expériences, la mémoire de tous ces essais, erreurs, expérimentations, de toutes ces envies et de tous ces désirs. Si tout est externalisé en dehors de moi, est-ce que j'aurai encore la capacité de créer et d'inventer l'avenir, d'écrire ce récit? Je vous le formule à titre individuel, c'est exactement la même chose à titre collectif. Quand on est une entreprise, on peut être tenté de tout externaliser. Ce qui est un peu différent de l'open source. L'externalisation, c'est je m'en remets à des savoirs, des compétences, des collaborateurs extérieurs. C'est autant de choses que je n'ai pas en moi et c'est peut-être un risque pour inventer la stratégie, le récit, l'histoire de cette même entreprise. Et d'ailleurs, nos innovateurs nous proposent sans cesse d'externaliser nos expériences. Ici, c'est un petit objet connecté qui a une caméra que vous pouvez porter autour du cou, ça ressemble à un collier. Et cette caméra filme en permanence les visages des personnes que vous croisez. Et comme évidemment vous n'êtes pas physionomiste et que vous n'avez pas la mémoire d'une base de données colossale, cette petite caméra va reconnaître la personne que vous croisez et va vous envoyer une notification sur votre smartphone demain dans votre œil bionique connecté en vous disant, ben voilà, tu croises Jean-Michel, Martine, Mustapha, voilà dans quelles circonstances tu l'as déjà croisé, voilà qui, elle ou il est et de quoi vous pouvez discuter ensemble. On a externalisé notre mémoire, externalisé une partie de nos efforts relationnels. Est-ce qu'on fait bien de se séparer de tout ça, de confier tout ça à notre part cyborg? Deuxième écueil que je voulais partager avec vous autour de cette stratégie du Ghost Inside, de l'homme devenu cyborg. Je l'ai un peu évoqué dans le premier épisode de ces tendances, c'est le monde en données, l'écosystème de services qui m'accompagne simplifie extraordinairement les choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas performant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas puissant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile, ça veut dire qu'il simplifie quand même beaucoup la complexité et le hasard de notre monde. Et donc, on se demande toujours à quel point l'intelligence artificielle a gagné en perspicacité et en intelligence humaine. Peut-être qu'on devrait se demander à quel point nous avons accepté de dégrader nos exigences quant à la réalité du monde. Et c'est très important parce que souvenez-vous de cette innovation dont je vous ai parlé ce matin. Cette salle de rédaction totalement vide parce que opérée par un journaliste numérique. La question que j'ai envie de vous poser, c'est de quel journalisme là parle-t-on? À quel type de journalisme s'est-on habitué finalement? Est-ce qu'on va réduire le métier et les compétences de journaliste à ce qu'est capable de faire aujourd'hui un écosystème numérique? Alors là, je prends l'exemple des journalistes, mais vous pouvez vous poser cette question sur à peu près n'importe quel métier et n'importe quelle compétence. Il faut que nous prenions garde, ce n'est pas au numérique de le faire, il faut que nous prenions garde à ne pas abaisser nos exigences. Le journalisme, c'est bien entendu l'écriture de dépêches à chaud, mais c'est aussi beaucoup plus ample, beaucoup plus exigeant que cela. Et là, nous avons encore besoin de toute notre humanité. Même chose ici avec cette application qui vous propose de vous imprimer en 3D tous les aliments dont vous avez besoin en fonction de votre profil et du contexte que vous êtes en train de vivre. Formidable. Est-ce qu'en France, on a envie de limiter l'alimentation à 3 pilules et 2 bouillies ? Ou est-ce que finalement se nourrir, c'est pas aussi des couleurs, des odeurs, quelque chose partagé, une assiette posée sur une table? Attention à la fonctionnalité, à la performance, à la simplification de la vie. C'est tentant, c'est terriblement addictif, mais ça peut aussi être quelque part dangereux.
Donc, je vous engage toujours à vous demander, eh bien, de ne pas vous contenter. Moi-même, j'essaie de ne pas me contenter de jouer au marin dans une piscine en plastique, mais de me dire que le monde est plus vaste, le monde est plus complexe et que je dois faire attention à sa simplification abusive. Compte tenu de ces écueils et compte tenu du projet Cyborg, on peut se demander si ça vaut la peine de mouiller la chemise pour continuer à développer un modèle, qui est un modèle qu'on vit depuis 200 ans, qui est un modèle de création de valeur, de croissance, d'efficience, comme celui que l'on décrit depuis ce matin. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à le sauvegarder ou est-ce qu'on ne devrait pas justement se dire mais finalement, est-ce que ce n'est pas le bon moment pour envisager autre chose, pour inventer autre chose, pour justement écrire un nouveau récit? On le voit dans la rue, et c'était bien antérieur à l'avènement du numérique et à la digitalisation de nos modes de vie et de nos modes de travail. Le récit libéral bat un peu de l'aile parce qu'il a de la difficulté à répartir les richesses entre tous les individus. Et puis surtout, notre planète souffre. Ses ressources souffrent. Et donc, il y a tout un système de valeurs qu'il va falloir réinventer et qui n'a pas été pris en compte par un modèle libéral qui a été écrit il y a quand même 200 ans. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment de proposer autre chose? Et proposer autre chose, inventer autre chose et non pas simplement faire évoluer un modèle existant, c'est peut-être quelque chose qui parle à notre part humaine, plus qu'à notre part numérique, qu'à notre part cyborg. Et c'est le second scénario que nous voulions partager avec vous, celui que nous avons appelé Robot Proofing the Future. Robot Proofing the Future, ce n'est pas « je mets à la casse tous les robots et tous les logiciels que j'ai mis 50 ans à développer ». Non, c'est plutôt, souvenez-vous de cette part du cyborg qui était restée humaine et que le modèle actuel considère avec un peu de méfiance parce qu'elle est imprévisible et un peu indomptable. Cette part d'humanité que certains pourraient penser être une zone d'ombre est peut-être finalement le lieu de la créativité, le lieu du désir, de l'envie et de l'énergie qui peut nous aider à écrire un récit différent de celui que nous vivons actuellement. N'oublions pas que notre outil d'intelligence artificielle extrêmement efficace est surtout efficace pour faire évoluer un modèle existant. On itère, grâce à des services numériques, autour d'un modèle qui est codé au plus profond de son algorithme. Quand on pense intelligence artificielle, on est loin de la subversion, on est loin de la transgression, on est loin de ce qu'on appelle l'invention. On est dans le domaine de l'innovation. C'est déjà magnifique. C'est déjà très bien, mais est-ce que ce sera suffisant pour les défis que nous devons relever demain? Donc encore une fois, le problème n'est pas tant la technologie de l'intelligence artificielle que sur quel piédestal nous la plaçons et sur quel non-piédestal nous nous plaçons vis-à-vis d'elle. On demande encore une fois beaucoup de fonctionnalités au numérique, y compris pour servir des récits qui sont des récits humanitaires. Ici, il s'agit de coder dans la blockchain vos préférences amoureuses et sexuelles. Comme ça, vous êtes à l'abri. Si jamais ça se passe mal, vous avez la blockchain qui va montrer à quel point vous n'étiez absolument pas d'accord pour que ça se passe comme ça. Bon, ok. Fonctionnel, éventuellement. Trop tard, sans doute. On n'a pas parlé d'éducation, on n'a pas parlé de respect, on n'a pas parlé juste de deux personnes qui sont en relation ensemble à un moment donné et qui se disent « bon, on a changé d'avis ». Deuxième chose, ici nous sommes en Inde pour traiter un sujet extrêmement compliqué qui est le harcèlement que subissent les femmes en Inde, qui est vraiment un problème majeur. Et puis il y a une jeune femme qui tout à fait sérieusement a développé une culotte anti-viol. Là aussi, ponctuellement, dans une situation précise, cet outil numérique qui, au moment où la femme est violentée, envoie un SMS à la police, aux gens d'à côté, au réseau amical, etc., etc. Ce service numérique est tout à fait intéressant et pertinent. Mais au-delà de ce moment évidemment dramatique, qu'est-ce qu'on a produit ? Est-ce qu'on a changé les mentalités? Est-ce qu'on a été plus loin? Ou est-ce qu'on s'est juste arrêté à la solution ponctuelle?
Donc arrêtons d'innover, essayons d'inventer avec un partenaire qui est tout à fait pertinent, le monde du numérique, mais qui nous laisse notre place. Nous n'avons pas à rougir d'une infériorité éventuelle avec ce monde numérique qui nous accompagne. Soyons exigeants pour écrire ce récit de demain et finalement, inventons. Alors, de la même manière que tout à l'heure, nous avions dressé la liste des courses pour obtenir un cyborg, on peut aussi dresser rapidement la liste des courses qu'il nous faut pour inventer avec notre part d'humanité. Alors, première chose, si vous êtes rebelle, si vous n'êtes pas d'accord, si ça vous gêne, n'hésitez pas à résister. Parce que finalement, le désir de résistance est un moteur formidable pour inventer autre chose, pour proposer d'autres solutions. Vous le verrez avec nos lauréats qui vont me succéder. DID est un moyen d'éviter la reconnaissance faciale et donc le pillage de mes données personnelles ou ma surveillance. Avec cette innovation-là, vous pouvez échapper comme par magie à tous les écrans numériques qui vous entourent et donc au push d'informations continuelles que nous subissons partout dans nos villes ou chez nous. Ou encore ici, nous sommes au Japon, c'est un groupe d'artistes qui s'est amusé à concurrencer une intelligence artificielle capable de reconnaissance faciale. L'idée, c'était de dessiner un portrait artistique qu'un homme, un spectateur homme, considérerait comme un portrait d'humain, mais qu'une intelligence artificielle de reconnaissance faciale ne reconnaîtrait pas comme étant humaine. Donc on voit là qu'on est dans de la résistance, on est dans du détournement, et ça nourrit évidemment, ça motive beaucoup de nos innovateurs. Nous avons besoin aussi d'avoir foi en nous, d'avoir foi en nos convictions, en nos envies, en nos désirs, d'avoir foi en nos idées. Avoir foi en ces idées, c'est pas super simple, parce que d'abord, la foi, ça ne se transforme pas en KPI. On ne peut pas dire, j'ai une conviction, voilà combien elle va rapporter dans 6 mois, voilà combien elle va coûter. Ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas bien. Et puis, avoir foi en soi, ça veut dire avoir foi en soi pendant longtemps. Ça veut dire mener sa conviction à terme pendant des mois, voire des années. Donc ça veut dire qu'en termes de gouvernance, il faut laisser chacun des individus d'une entreprise ou d'une société, il faut laisser chacun de ces individus avoir foi en lui pendant longtemps. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra probablement inventer autre chose, proposer un autre récit, proposer tout simplement un autre usage de la technologie. Parce que l'intérêt, la motivation, l'effort ne se porte pas sur la technologie. L'effort, il se porte sur l'objectif. Et finalement, c'est ce que nous avons vu quand on a capté des innovations dans le Tech for Good aujourd'hui. Et vous allez voir tous ces innovateurs sur l'estrade. Ici, c'est comment est-ce que finalement on protège la biodiversité dans nos forêts primaires avec une technologie complètement frugale. Ici, en Afrique du Sud, c'est comment est-ce que on protège les femmes des violences conjugales qu'elles subissent au sein de leur famille et de leur couple, grâce à un chatbot. Et tout ça, ça a été porté par des convictions, par une envie de soutenir une cause ou de défendre une cause. Et puis enfin, bien sûr, pour vivre tout ça, il faut assumer sa singularité. Je suis moi et je ne suis pas celui d'à côté. Le cyborg nous pousse à la standardisation et au conformisme, évidemment. La part machine que l'on a en nous pousse à de la standardisation et du conformisme. Or, pour inventer, nous avons besoin de rester singuliers et nous-mêmes et de nous rapprocher d'autres individus qui ne sont pas comme nous et qui ne pensent pas comme nous. Finalement, ces jeunes femmes kenyanes qui ont développé une application pour lutter contre l'excision, elles ont fait preuve de singularité parce qu'elles viennent bousculer une culture, des habitudes et le poids des âges dans une société africaine.
Et donc, il faut avoir beaucoup de courage et assumer sa singularité. Même chose ici, toujours en Afrique, avec finalement le désir d'éduquer la population à mieux trier ses déchets, grâce à une poubelle qui, vous le voyez ici, est tout à fait rudimentaire, mais qui ne va pas vous contraindre, mais va à chaque fois que vous vous présentez devant elle, vous expliquer pourquoi est-ce que vous faites cet effort et ce geste de tri sélectif. Donc nous avons besoin de croire en notre singularité, nous avons besoin de croire en de nouvelles convictions, nous avons besoin de laisser éclore tout cela dans un nouveau récit. Ce n'est pas codé dans la machine, c'est peut-être différent du récit actuel que nous connaissons et qui pourtant régit le monde aujourd'hui. Je vous laisse imaginer évidemment quelle histoire nous avons à raconter demain, tout avec la collaboration digitale qui nous permettra de le vivre et de le mener à bien. Et la question sur laquelle j'ai envie de vous quitter, c'est de vous interroger sur votre histoire. Que voulez-vous écrire et où voulez-vous aller ? Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi avec tous nos lauréats. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt.